Bonjour Norman Najari. Bonjour. On va commencer peut-être par une petite présentation. Donc tu as écrit le livre La dignité ou la mort, éthique et politique de la race. C'est ça. Et tu enseignes maintenant à l'université de Philadelphia. Est-ce que tu peux ajouter une petite présentation de toi en quelques mots? Ouais, j'enseigne en fait à Philadelphia dans une université qui s'appelle Villanova University. Et par ailleurs, je travaille, je milite dans la fondation Frantz Fanon, dans le PIR aussi, et je participe, j'essaie de contribuer au mouvement décolonial en France, en Belgique, aux États-Unis. Mm-hmm. On va aborder quelques questions. Tout d'abord, des questions un peu d'actualité, plus ou moins larges, et ensuite quelques questions plus en lien avec le livre. Alors, à Pau, on travaille actuellement sur un dossier sur les réparations face à la mise en esclavage et les perpétuations, la continuation en fait de ce système et le lien avec le présent qui est extrêmement fort. Et dans ton livre, mais aussi plutôt dans des interventions que tu as fait dans des interviews diverses et variées, tu parles du traitement des migrants, mais aussi des différentes violences qui sont perpétrées, on va dire. Et je pense qu'il y a un lien avec par exemple actuellement le blackface. Enfin aussi, donc tu parles au début du livre je pense tu disais que le livre est né aussi des violences policières aux États-Unis, mais aussi en France. Et je pense qu'on peut faire un lien avec le blackface, mais aussi avec un pays comme Haïti où la population a été coincée ou plutôt encerclée par le joug de la dette. Et donc à travers la dette, d'abord l'Empire français, comment la première république au fait d'esclaves qui se sont libérés de l'Empire français ont ensuite été menacés par l'Empire français de devoir payer une dette sous peine d'être récolonisés. Et je pense qu'il y a un lien donc entre différents faits d'actualité avec Haïti, mais aussi le traitement des migrants. Et tu parles de logique d'empêchement, de non-être derrière tout ça. Je pense qu'il y a un lien avec le besoin de réparation, de justice et de dignité. Est-ce que tu peux expliquer en quoi tu es d'accord ou pas d'accord avec ça? Non, je suis d'accord avec ça, aussi étonnant que ça puisse paraître, parce que on a l'impression au départ que tu viens de lier un tas de phénomènes assez disparates, assez différents. Mais en réalité, le lien qui unit tous ces phénomènes, le blackface, c'est-à-dire cette caricature, cette manière de se grimer en noir pour s'amuser, l'histoire extrêmement violente d'Haïti, etc. Le lien qui se fait entre tous ces phénomènes, c'est la négrophobie, évidemment. C'est-à-dire que ce sont diverses manifestations extrêmement différentes les unes des autres, mais les mêmes manifestations d'un même phénomène qui est l'abjection nègre. C'est-à-dire la manière dont on a considéré les Noirs comme des êtres non pas seulement inférieurs, mais véritablement abjects, infâmes, repoussants, odieux, etc. Et des êtres auxquels on pouvait faire à peu près tout ce qu'on voulait. Et l'esclavage racial, la traite transatlantique, c'était une manifestation de ce phénomène-là, du fait que toutes les sciences, toutes les disciplines, toutes les formes politiques à partir du XVIe siècle, et même un petit peu avant, se sont liguées pour décrire les individus noirs comme des brutes forcés à travailler, etc., et corvéables à merci, inintelligentes, infâmes, etc., etc. Et en même temps, disons, saturés de certains fantasmes, parfois assez obscènes. Et là, tout cela, toute cette espèce de fabrique du nègre qui a traversé la modernité, qui a accompagné la modernité, tout cela, ça a mené au phénomène qu'on décrit aujourd'hui, au fait que les Noirs sont quelque chose dont on peut se moquer, qui, disons, leur peau devient une espèce de déguisement dont on peut facilement s'amuser, et ce sont des individus, disons, qu'on peut parasiter à sa guise. Mmh. Tous ces phénomènes-là, d'une certaine façon, comme peut le dire Vincent Woodard, qui est un intellectuel africain-américain, qui est malheureusement décédé du sida il y a 10 ans, qui a écrit un livre passionnant qui s'intitule The Delectable Negro, le nègre délectable. Mm-hmm.
a utilisé une méthode très intéressante pour parler de ça. Il a pris au sérieux les idées que les Africains de l'Ouest se faisaient des Blancs, des colons blancs. Parce que quand on lit les récits d'esclaves, quand on lit les interviews des premiers esclaves, ce qu'on voit, c'est que ces gens-là décrivaient les colons blancs comme des cannibales. Souvent, on a cette image du noir cannibale, on a cette image du noir qui se repaît de la chair, du visiteur, de l'explorateur blanc qu'il met dans un gros chaudron, etc. On voit ça dans les Tex Avery, on voit ça dans les Tintins, on voit ça dans toute cette imagerie populaire. Mais aussi étonnant que ça puisse paraître à l'œil européen, les premiers esclavagisés se faisaient cette idée-là des blancs. Et avec des bonnes raisons, c'est ça que dit Woodyard, c'est que c'était une manière de conceptualiser, qui est propre à la tradition africaine, la tradition de l'Afrique de l'Ouest, une manière de conceptualiser les Blancs comme des parasites qui vont parasiter la force vitale africaine, ce qui était effectivement le cas. Ouais. De parasiter, de venir s'abreuver, se nourrir de cette force, se nourrir de cette énergie vitale des Africains, et ça de bien des manières différentes. Évidemment, la dette en est un exemple contemporain. C'est encore une manière, disons, d'extraire de la ressource. L'extractivisme à travers l'Afrique en est un autre exemple. L'extractivisme des corps noirs lui a succédé l'extractivisme minéral, l'extractivisme des ressources, même l'enclosure maintenant des réserves naturelles dont on chasse les populations locales, parce que soi-disant elles seraient pas assez écolo, quoi. Ouais. au contraire des ONG européennes basées à Londres, à New York, à Paris. Celles-là, c'est les vrais écologistes. Les indigènes de ces pays-là ne le sont pas. Et le blackface lui-même est aussi une forme de parasitisme. On va, absorber d'une certaine façon ce qu'on imagine être la culture noire, la vie noire, la peau noire, simplement pour s'amuser, pour en tirer des bénéfices. Tout ça, ce sont des formes d'extraction et des manières d'essayer de tirer des bénéfices de tout ça. Effectivement, une politique de réparation radicale peut être, une réponse à cela. Parce qu'il faut d'abord interrompre le parasitisme et ensuite essayer de réparer cette situation, essayer de s'en sortir et de réparer le corps qui aura été abîmé par ces ponctions constantes de ressources, de richesses, d'énergie, de force, etc. Merci. Dans le livre, tu parles de l'objectif du livre, de proposer un horizon qui tient dans la pensée politique décoloniale et la philosophie africana. Ça m'intéresserait que tu expliques un peu plus ce qu'est la pensée décoloniale. Est-ce que tu peux expliciter un peu ce que c'est, mais aussi la pensée africana que je ne connaissais pas. D'accord. Et une sous-question, si ça va pour toi aussi, c'est est-ce qu'on peut dire aussi que par ton livre, c'est contribuer justement à la dynamique pour les réparations? Alors, la philosophie ou la pensée décoloniale a deux sources, à mon avis. Elle a deux sources dans le sens où certainement, ce qui est le plus connu internationalement, c'est sa version latino-américaine. C'est un groupe de chercheurs qui, au début des années 2000, à partir de l'Amérique latine, se sont regroupés. Des personnes comme Walter Mignolo, des personnes comme Enrique Dussel, qui est un petit peu le père spirituel de tout cela, des personnes comme Nelson Maldonado Torres, qui est lui aussi un membre éminent de la Fondation Frantz Fanon, et d'autres intellectuels de ce calibre, basés soit aux États-Unis d'Amérique, soit en Amérique latine, qui se sont rassemblés avec l'objectif de fonder une nouvelle théorie critique, c'est-à-dire un nouvel assemblage de la théorie, de la pratique, du militantisme, d'une attention aux formes culturelles, artistiques, etc. Essayer de produire cela à partir de l'Amérique latine. Et d'avoir, disons, une théorie critique de ce que sont les restes et les continuités coloniales de ce pays, de cet ensemble de pays du Sud, par rapport à leur position dans l'économie mondiale, dans l'économie globale. Qu'est-ce que c'est d'être dans un pays qui est dans une situation dominée, qui est dans une situation de dépendance, comme le disaient les économistes marxistes des années 60. Comment est-ce que ça fait qu'est-ce que c'est que d'être dans cette situation de dépendance économique, et comment est-ce que ça se combine et se confond parfois avec une domination raciale, une domination culturelle, une domination linguistique, etc. Et pour ça, ils ont inventé la notion de colonialité, qui signifie, disons, qui signifie
non seulement la constance, mais disons le caractère inhérent au rapport nord-sud de la domination coloniale. Le fait qu'elle est constitutive de la culture du Nord et des rapports aussi bien culturels qu'économiques entre le Nord global et le Sud global, notamment à partir de l'Amérique latine. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il y a une autre genèse de cette théorie qui est tout à fait différente, puisqu'elle ne provient pas de l'Amérique latine, mais de l'Europe occidentale et plus précisément de la France. Elle provient donc quelques années, peut-être 4 ou 5 ans après cela, après la fondation du groupe Modernité, Colonialité, Décolonialité, qui était ce groupe d'intellectuels latino-américains, a eu lieu ce qui s'est appelé la première marche décoloniale à Paris, à l'initiative du mouvement des indigènes de la République et d'un grand nombre d'autres organisations, associations politiques, telles que l'association des travailleurs tunisiens, d'autres associations de malades du sida, de personnes issues de l'immigration, de personnes issues de l'immigration antillaise, c'est-à-dire personnes issues de beaucoup de groupes minoritaires, de beaucoup de groupes raciaux dominés en France, qui se sont rassemblés et avec un ensemble de revendications qu'on avait rarement vues ensemble. La question des réparations y était présente en bonne place, mais on y avait aussi la question de la lutte contre le franc CFA, on y avait aussi la question de la lutte contre les violences policières, la question de la lutte contre différentes formes de racisme, aussi bien l'islamophobie, la négrophobie, la romophobie et d'autres. Tout cela était agencé d'une manière qui a beaucoup choqué à l'époque, ou en tout cas qui a beaucoup surpris les militants, car on n'avait pas l'habitude de voir des choses aussi différentes, aussi disparates, rassemblées sous une même bannière. Et c'est ça, l'invention, dans le contexte français, de la logique décoloniale, qui n'avait pas de lien direct avec le moment latino-américain. Les militantes et les militants qui ont fondé cela, n'avaient pas idée de ce qu'était le mouvement décolonial latino-américain, et on voit, ça ressemble pas exactement, ça ressemble même pas beaucoup. Mais, ce qu'ils voulaient faire, c'était aller au-delà du moment de l'anticolonialisme, qui était peut-être celui d'une période passée, d'une période refermée, c'est-à-dire le moment des indépendances, et essayer de repenser l'héritage et la logique anticoloniale dans une période où la question n'est plus celle des indépendances, mais rassemble tout un ensemble d'autres questions. Et ce faisant, on a essayé de penser, de réfléchir à quelles sont les conséquences aujourd'hui de la violence raciale qui a été infligée à ces populations-là et à leur exploitation économique, politique, sociale, etc. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que tous ces phénomènes, aussi différents que la question des pandémies, la question de la dette, la question des réparations, la question de la violence policière, de la violence sociale, la question de la précarité, etc., que toutes ces questions pouvaient faire sens ensemble si on les ramène à la question de la domination du Nord global sur le Sud global, économique, politique, racial. À partir du moment où on comprend ça, on voit que ces deux mouvements décoloniaux, le latino-américain et le français, quand je dis français, je parle évidemment des populations non blanches de France, évidemment, pas, disons, des militants de gauche traditionnels, mais plutôt des personnes qui avaient expérimenté le racisme au sein des organisations dans lesquelles ils avaient milité, qui cherchaient autre chose. Eh bien, c'est là qu'on voit qu'une convergence entre le Nord global et le Sud global peut commencer à se faire à partir des mêmes observations et des mêmes conclusions militantes, mais qui ont été formulées dans des contextes et avec des objectifs assez différents à la base. Merci. Quant à la pensée africana, oui, j'avais oublié de parler de ça. C'est tout simplement un label qui, pour le coup, est plus universitaire, même si il n'est pas plus et pas vraiment seulement utilisé là-dedans. Ça vient juste du latin, qui signifie ce qui provient de l'Afrique. Et il a été employé au début du XIXe siècle par W.E.B. Du Bois, le grand sociologue, intellectuel, philosophe africain-américain, pour décrire, grosso modo, tout ce qui provient de la diaspora noire, tout ce qui provient de la diaspora africaine. Et donc, ça a été employé dans les universités, cette notion de Africana Studies, qui était une sorte d'alternative aux Black Studies, qui se concentre uniquement, disons, sur la question de la condition noire en tant que telle, ou des African American Studies qui ne parlent que des
personnes africaines-américaines, c'est-à-dire se concentre sur les États-Unis, on a cette ombrelle un petit peu plus large qui a fini par s'imposer dans le contexte universitaire de Africana Studies, qui va réfléchir à la fois sur toutes les populations afro-diasporiques, c'est-à-dire non pas seulement aux États-Unis, mais également réfléchir à la question de la Caraïbe, à la question de l'Europe, et évidemment à la question du continent africain lui-même, de l'Afrique subsaharienne notamment, évidemment, essayer de penser cela dans une perspective, disons, panafricaine. Et donc c'est cette perspective-là, en philosophie, que j'ai tenté de m'approprier et qui a, aux États-Unis, des grands noms comme Lewis Gordon, Tommy Curry et bien d'autres. Et oui, je me demandais à la lecture du livre, tu dis la dignité ou la mort, c'est la recherche de la compréhension de la dimension éthique de la mort et des vies noires à l'époque moderne. Et donc c'est réhabiliter, si j'ai bien compris, la dignité telle que l'exprimait Fanon. Et quand je pose la question, est-ce que ça contribue aussi à la réflexion et la dynamique et la lutte pour les réparations, c'est qu'il me semble que tu parles beaucoup de la question de la race qui est mal comprise ou incomprise. Je me demande aussi à quel public tu t'adresses. Est-ce que c'est la gauche dans un sens large ou bien un public encore plus large que public de gauche, on va dire, ou antiraciste? Et parce que la question est peut-être un peu longue, hein, mais il me semble que les réparations, ça passe d'abord par la reconnaissance et que réhabiliter, enfin, je sais pas si c'est réhabiliter le bon mot, mais en tout cas, qu'il y ait une reconnaissance sur la race, c'est aussi donc une reconnaissance des faits historiques, qui est une des premières étapes des réparations, il me semble. Oui, évidemment. En ce qui concerne les personnes à qui le livre s'adresse, vraiment, quand j'ai écrit le livre, je savais pas à qui il s'adressait, je savais même pas si il pourrait s'adresser à quelqu'un, si des gens allaient le lire, parce que, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'ouvrage comme ça qui existait en France. Aux États-Unis, il y en a eu pas mal, évidemment, mais en France, il n'y avait pas vraiment de livre qui ressemblait à ça. Je dis pas qu'il n'y a pas eu de livres fondamentaux qui ont été écrits sur la condition noire, y compris dans ces dernières années, mais des livres de philosophie comme ça, qui abordent la question de cette manière-là, c'est-à-dire d'une manière qui se veut, je vais pas dire brutale, mais je l'ai dit, donc je le dis, brutale, des livres qui abordaient la question de cette manière-là. Ça n'existait pas et je savais pas s'il y avait un public pour ça. J'ai découvert un petit peu que oui, il y a un petit public, il y a des gens qui se sont intéressés à ce livre, des gens assez différents. À la base, ce livre, je l'avais quand même plutôt écrit entre guillemets pour mes collègues, disons, c'est-à-dire pour les gens qui travaillent en philo, quoi, pour les profs, pour les doctorants, pour les étudiants. Le seul public que je pouvais quand même avoir en tête, disons, c'est les étudiants de philo noirs. C'était ça mon public d'une certaine manière. Je dirais, ça doit faire une quinzaine de personnes ou une vingtaine de personnes peut-être. Ce qui est évidemment pour le marché d'un livre pas une très bonne idée. Mais c'était en gros un livre pour moi, le livre que j'aurais voulu lire quand j'ai commencé à m'intéresser à la pensée noire quand j'étudiais en philo, quoi. Puis évidemment, il n'y a peut-être pas que la philo qui peuvent s'intéresser à ça, mais disons dans les sciences humaines et sociales en général, quelqu'un qui cherche une réflexion là-dessus, qui ne soit pas simplement une traduction d'un bouquin américain, quoi. C'était ça. Heureusement, ça s'est pas arrêté là. Mais c'était plus pour moi une manière de mettre dans l'espace public un discours qui à mon avis n'était pas présent, qui manquait un petit peu, quoi. Ouais, parce qu'il me semblait que c'était peut-être une manière de s'adresser aussi à la gauche, on va dire républicaine ou universaliste ou quoi. J'aime bien spécialement la phrase quand tu dis c'est la violence de l'État et l'inégalité internationale structurelle qui produisent la race et pas les articles de sociologie. Oui, parce que ça c'est une réponse à la délégitimation qu'on a fait, disons, de l'usage de la notion de race que je revendique et que, à mon avis,
on doit utiliser d'une manière tout à fait naïve et tout à fait brutale, disons, je veux dire pas, parce que j'étais assez agacé, je le suis encore d'ailleurs, même si ça arrive de moins en moins, par les infinies précautions qu'on met lorsqu'on mobilise cette notion de race. Toujours ce truc, oh mais je parle de la race comme quelque chose qui évidemment socialement et historiquement construit, blablabla. Quand on parle de genre ou de sexe, on prend pas ce type de précaution-là. Pourtant, c'est à l'arrière-plan de la réflexion de pas mal de chercheurs, mais il ne viendrait pas à ces chercheuses ou à ces chercheurs de rappeler sans cesse que le sexe est construit historiquement, etc. Mais par contre, pour la race, on a des terreurs diurnes et nocturnes à l'idée que on pourrait poser cette notion de race comme quelque chose de légitime et que ça créerait d'un seul coup une furie raciste auprès des gens, auprès du public. Ça me semble extrêmement irrationnel. Je veux dire, tous des atours d'une rationalité supérieure selon laquelle il faudrait désamorcer cette notion de race en permanence, on en arrive à des comportements absolument irrationnels qui consistent à sans cesse avoir des précautions exagérées autour de cette notion, des précautions qu'on n'a pas autour d'autres notions. Et il est, me semble-t-il, très absurde de penser que le simple usage dans des contextes aussi bien militants qu'universitaires de cette notion pourrait contaminer l'esprit des gens et les rendre racistes. C'est une confusion très présente en France entre la notion de race et la notion de racisme. Quand tu dis ça, ça me fait penser, il me semble qu'il y avait un projet de loi pour supprimer carrément le mot race, non? Oui, ça a été fait, me semble-t-il. Il me semble que ça a été fait. Dans la Constitution, on a supprimé le mot race, et pas partout d'ailleurs, seulement à certains endroits bien stratégiques. Je veux dire, oui, ce qui a comment dire, suscité, disons, les haussements d'épaule de certains intellectuels, comme par exemple mon ami Étienne Balibar, qui a écrit des choses intéressantes là-dessus, qui a dit que bon, on avait plus que jamais besoin du mot race aujourd'hui pour nommer ces problèmes. Mais on a effectivement là un bel exemple de pensée magique, en s'y disant que en cessant de nommer ce problème, il disparaîtra, ou bien que, je pense que c'est plutôt ça la rationalité, parce que je crois pas que on ait vraiment l'idée que cette suppression aura un effet, un effet quelconque sur la réalité, mais je pense qu'il s'agissait plutôt de faire un effort de purification républicaine, disons, c'est-à-dire de montrer et d'affirmer le caractère absolument parfait de la doctrine républicaine. C'est-à-dire que cette présence du mot race était d'une certaine manière une espèce de souillure de la Constitution, quelque chose qui était imparfait dans la doctrine de l'Église et qu'il fallait rayer d'un trait de plume afin de pouvoir continuer à affirmer, disons, l'absolue perfection et le caractère en plus anhistorique de cette Constitution. Car ce qu'on s'était dit, c'est que bon, ce truc-là date des années 50 avec De Gaulle, c'est un peu daté et tout. Il faut enlever ça pour le remettre au goût du jour. Et donc redonner à cette Constitution-là le lustre d'éternité qu'elle se rêve. Merci. Alors une question un peu plus en lien avec l'actualité. Tu vis à Philadelphia depuis un an ou plus et... Non, depuis 6 mois. Ah ouais. Ah ok. Et est-ce que tu as suivi, enfin j'imagine, tu suis un peu la campagne pour les démocrates, ou en tout cas ça m'intéresserait d'avoir ton avis sur les débats sur les réparations. J'ai vu que Sanders était contre, Elizabeth Warren est pour. Est-ce que tu as suivi un peu ça? Est-ce que tu peux t'exprimer là-dessus? Disons, bref, j'ai pas vraiment suivi dans les détails. Disons, c'est assez, comment dire, c'est assez ardu et ambigu de parler de cela, parce que je pense que on est dans une situation où c'est vraiment la stratégie qui prime. Warren est complètement dans les choux, disons, elle est complètement dans les choux. Elle essaye de raccrocher les wagons de l'électorat noir comme elle peut, et elle va nous parler de cette question des réparations. D'une certaine manière, je regrette à moitié, disons, que Sanders n'y prenne pas part. Pourquoi je regrette à moitié? Et pourquoi d'une certaine façon c'est peut-être pas regrettable? C'est regrettable dans le sens où,
On aimerait que le candidat, disons, le plus à gauche et le candidat qui est certainement le plus intéressant dans cette élection, en tout cas, disons, c'est mon opinion, mais je voterai probablement pour lui. Il aurait pu être celui qui aurait pu donner le plus de corps à cette notion de réparation. Mais en même temps, il est certainement bien qu'il ne le fasse pas, parce que même si c'est celui qui l'aurait fait le mieux, il l'aurait certainement très mal fait. Et donc, parce que c'est pas quelqu'un qui fait partie d'une tradition qui a, absorbé le radicalisme noir, la tradition américaine du radicalisme noir dans son logiciel et dans sa formation politique. Ça ne fait pas partie de sa formation politique. Même s'il a 2-3 personnes autour de lui qui sont influencées par ça et qui s'intéressent à cela, c'est pas grand chose. Il y a des gens dans les socialistes démocratiques américains qui sont un petit peu autour de cela, des gens comme Cornel West, etc., qui est aussi un grand philosophe africain. Il y a des gens qui peuvent avoir un petit peu cette patte là-dedans, mais c'est pas, comment dire. Voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, cette affaire. Et donc, c'est certainement mieux, d'une certaine manière, que quelqu'un comme ça, qu'un social-démocrate, disons, un petit peu radical, ne s'empare pas de ces questions. Je suis au final, d'une certaine façon, je me dis que c'est pas plus mal qu'il reste dans son corps de métier, qu'il reste sur des politiques sociales plus universalistes, etc. C'est plutôt là-dessus qu'on attend. Et ça n'empêche pas, s'il est élu, comme je l'espère, d'autres organisations, ça va certainement faire une bouffée d'air à gauche, de même que l'élection de Trump avait fait une bouffée d'air pour l'extrême droite, très forte. Il avait ouvert tout un champ, toute une légitimation pour l'alt-right. Je pense que si Sanders est élu, ça fera le même effet à gauche, et ça permettra de pousser encore cet agenda sur des meilleures bases, sur des bases plus radicales et sur des bases véritablement formulées par les organisations noires elles-mêmes dans leur propre schéma historique et dans leur propre histoire. Donc, j'en tiens pas vraiment rigueur à Sanders qui n'est pas introduit ça, parce que de toute manière, je ne vois pas comment ça aurait pu être bien fait et fait de manière sérieuse. Mais et je pense que ça n'entre pas dans sa stratégie d'une certaine façon. Mais il n'empêche que je pense que malgré cela, ça reste malgré toutes ses faiblesses. Et une fois qu'on a compris l'origine de ses faiblesses, ça reste le meilleur candidat démocrate et bien sûr le meilleur candidat tout parti confondu. Ouais. Merci. Et une dernière petite question. Je t'ai déjà vu t'exprimer sur le traitement des élites, comment les élites traitent les rappeurs. Au fait, tu parlais il y avait une polémique avec Damso, et ça m'intéresserait d'avoir ton avis. Est-ce que tu es un peu attentif aux paroles, aux discours aux États-Unis des rappeurs? Est-ce que il me semble qu'ils peuvent aussi mettre entre les lignes des discours sur des réparations historiques? Ouais, c'est quelque chose qui est vraiment devenu, je vais pas dire mainstream, mais il y a quand même une flambée des discours sur les réparations, donc qui touche vraiment la culture populaire, qui touche le rap, qui touche pas mal de gens. L'auteur de best-seller, Ta-Nehisi Coates, il a fait un article sur les réparations il y a pas très longtemps de cela. Je m'y attendais pas personnellement à ce qu'il aborde cette question-là, et je crois qu'il l'a plutôt bien fait. Mais c'est devenu d'une certaine façon cette notion de réparation aux États-Unis, c'est véritablement devenu une sorte de currency, une sorte de monnaie d'échange, quoi. Une monnaie d'échange, c'est-à-dire qu'on peut en faire beaucoup de choses différentes. Ah oui. Ce terme de réparation. Par exemple, la version Ta-Nehisi Coates des choses, c'est une version assez franchement à gauche qui intègre une notion de non seulement de réparation, mais aussi de redistribution économique. C'est une notion de réparation qui tend vers la redistribution économique, c'est-à-dire qui tend elle aussi vers une forme, disons, de socialisme démocratique, et les réparations doivent être un mouvement pour changer de modèle social vers un modèle social plus égalitaire et plus redistributif. Ça, voilà, je pense que c'est une version intéressante des réparations, mais il y a de toute autre version fondée sur de toute autre prémisse sociale et une toute autre philosophie. J'ai en tête, par exemple, le mouvement ADOS, qui est un mouvement qui s'appelle... Comment? ADOS, American Descendants of Slaves, okay. Les descendants d'esclaves américains. Cet acronyme est assez intéressant, parce que
On a là un mouvement qu'on peut qualifier un mouvement pro-réparation de droite, voire d'extrême droite. Et qui est un mouvement noir, je le précise. On a un argumentaire qui est assez différent de celui de la tradition radicale noire ou réformiste noire, en tout cas de toutes ces traditions politiques qui considèrent que les États-Unis d'Amérique, les compagnies, les grands groupes qui ont exploité les esclaves, les planteurs, etc., ceux qui ont fait les lois, tous ceux-là sont coupables d'avoir commis un crime contre l'humanité, d'avoir commis une faute, d'avoir inventé un système raciste absolument abominable, etc. Et que donc, il faut obtenir des réparations pour un tort qui a été fait, pour une violence qui a été commise, et une violence qui a eu un impact, disons, catastrophique sur la vie de ces populations. Un crime quasiment innommable. La logique des descendants d'esclaves américains est tout autre. Ils ne perçoivent pas les esclaves comme les victimes d'un crime innommable, mais comme des personnes auxquelles il faudrait donner des arriérés de salaire. Vous voyez ? Les esclaves sont considérés comme des personnes qui ont travaillé durement pour construire la grandeur économique et politique américaine, mais qui ont été traités de manière injuste. Et donc, en conséquence, il faut que les salaires qui n'ont pas été perçus, les avantages sociaux qui n'ont pas été reçus par ces bons travailleurs, soient donnés à leurs descendants. Donc là, il n'y a pas de remise en cause véritablement de la logique économique des planteurs, de l'injustice de l'État américain. On a plutôt l'idée que les esclaves sont des bons travailleurs qui ont construit un système formidable, la plus grande démocratie et le plus grand, la plus grande puissance économique mondiale. Et donc, en conséquence, on a une logique de réparation qui fait l'apologie du statu quo, mais qui veut juste, disons, une plus grosse part économique du gâteau. Et il y a d'autres conséquences à ça. American descendants of slaves, les descendants d'esclaves américains. On a là quelque chose qui n'est pas complètement absurde, mais qui va avoir des conséquences politiques dans leur logique qui sont assez troublantes. Il s'agit de traquer les véritables descendants d'esclaves américains. C'est-à-dire que les descendants d'esclaves des Caraïbes, par exemple, ne font pas partie de ceux qui percevront les réparations, et a fortiori les Noirs qui sont descendants des populations d'Afrique subsaharienne ne doivent rien recevoir. Ce n'est pas absurde non plus. On comprend que si on est dans une logique assurantielle de réparation, comme on y est là, c'est ce qu'il faut faire. Bon, ça c'est un autre débat de savoir si cette logique est valable. Mais admettons qu'elle le soit. Ce qu'ils en retirent, ou ce qui participe de leur logique, c'est une très grande xénophobie anti-noire, une très grande négrophobie xénophobe. C'est-à-dire qu'ils ont un discours très puissamment anti-immigrés noirs. Ils considèrent que l'État américain lèse les Noirs non américains. C'est-à-dire que les Jamaïcains, les Trinidadiens, les Nigérians, les Ghanéens qui viennent aux États-Unis viennent voler le travail des bons Noirs américains. Il y a des bases matérielles pour justifier cela d'une certaine façon aussi. C'est-à-dire que je ne veux pas dire que ce sont des fous, ce sont des débiles, etc. Il y a, par exemple, des statistiques qui nous sont venues sur les derniers recrutements des universités Ivy League, c'est-à-dire les plus grandes et plus prestigieuses universités états-uniennes, qui nous disent que si le recrutement global des personnes noires est en hausse, le recrutement des personnes africaines-américaines lui diminue. Et ce qui augmente, c'est le recrutement des personnes qui viennent, par exemple, du Nigeria ou qui viennent du Ghana. Et on sait que ces personnes, et je sais bien, mon père même on a fait partie de ces personnes-là, sont des personnes qui viennent souvent de l'élite intellectuelle ou économique de leur pays. Et donc, il est normal que les Africains-Américains, voyant cela, comprennent qu'il y a un problème. Mais le fait de s'attaquer à ces personnes noires qui, malgré tout, disons malgré le fait qu'ils viennent de familles cultivées, etc., viennent du continent le plus pauvre du monde et sont, pas toujours, ou même pas souvent, s'ils ont bénéficié de l'affirmative action, des personnes qui viennent d'un background de milliardaires. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'ils s'attaquent systématiquement à leurs frères et à leurs sœurs noires. Et ils ne remettent jamais en cause, les personnes qui passent sans aucun passe-droit, c'est-à-dire les personnes issues des 1% blancs, les 1% les plus riches blancs aux États-Unis, qui constituent une très grande masse des étudiants des universités d'élite aux États-Unis. Et donc, ils jouent et ils ne critiquent que les personnes noires issues des Caraïbes ou d'Afrique subsaharienne. Ce sont les seules cibles de leurs attaques,
avec aussi évidemment qui eux en prennent encore plus cher les personnes hispaniques. Qui là pour le coup sont véritablement leurs ennemis mortels, disons la minorité qui a sapé pour eux la légitimité d'un mouvement noir et qui ont véritablement contaminé le discours racial états-unien avec des choses qui leur déplaisent fortement. Donc ils ne veulent pas que d'autres minorités que les noirs afro-américains descendants d'esclaves prennent leur place. Il y a cette logique de place, etc. Et donc quand on a un discours sur les réparations qui est formé sur ces bases-là, eh bien, on se rend compte que cette notion de réparation peut abriter des discours, des logiques et des approches complètement différentes. Et quand on a ces personnes de ADOS, dont certains se pavanent avec des casquettes Make America Great Again, on comprend que ce terme de réparation aujourd'hui doit vraiment être défini, doit vraiment être travaillé de très près, parce qu'il peut vouloir dire tout et son contraire. Il peut même être, brandi par deux personnes qui sont politiquement des ennemis mortels. Ouais, extrêmement intéressant. On voit qu'on doit en effet affiner la réflexion, enfin même si certains le font, mais... En France, et je pense que ça continuera très longtemps, ce terme de réparation n'est pas mobilisé par des personnes de cette frange politique. Mais ce qui est certain, c'est que on a, en tout cas en France, en Belgique aussi, de toute évidence, cette notion de réparation peut, là aussi, même si on n'est pas dans des cas aussi extrêmes, abriter des versions libérales, des versions socialistes, des versions marxistes, plein de versions différentes. C'est un petit marché et je pense que voilà, comme dans tout bon petit marché, il faut faire le bon choix. Ouais. Merci beaucoup Norman, c'était très intéressant. Merci pour l'invitation.